Le recueil est un corps. Par le langage comme un fluide qui circule dans la matière qu'est ma chair. Je peux faire du poème un morceau de corps, un morceau de chair. Le langage a ses propres silences, comme des respirations. Ces espaces entre les mots où respire l'indicible. Car tout n'est pas à dire, mais tout est à écrire pour que les mots prennent forme et donnent forme à ce qui nous habite. La poésie n'est pas l'art des mots jolis et alignés. Elle est cette tentative, parfois maladroite, toujours nécessaire, de dire ce qui se dérobe au langage ordinaire, que j'utiliserai pour te dire en surface, en politesse ou en bienséance. Ce que Spinoza a exprimé pour le corps, on ne sait pas ce qu'il peut, vaut aussi pour les mots quand ils deviennent poèmes. On ne sait pas ce qu'ils peuvent. Ce soir, vous entendrez des voix qui cherchent à nommer l'innommable, à décrire l'invisible, à recoudre avec des mots ce que la vie a parfois déchiré, des voix qui trouvent dans le quotidien le terreau même de leur émerveillement ou de leur combat. Eva explore le quotidien et ses répétitions. Elle trouve la poésie là où d'autres ne voient que les choses de la vie ordinaire. Son écriture simplifiée fait émerger le souvenir dans le présent. Et son jeu devient un miroir où chacun peut se reconnaître, même toi. Sans jamais tomber dans le pathos ou le cru, qui serait une crudité comme une épluchure de carottes. Ah, on nous en a servi des carottes. Non, le cru d'Eva est celui qui dit une politique vitale. Celle d'un vécu de femme où ses étapes de vie sont disséquées pour se réapproprier la quintessence d'une adolescence entre transmission et vie qui jaillit comme un jet de plaisir. Non, le cru d'Eva n'est pas cela, n'est pas juste du cru. Quant à Laura, elle tient un journal de l'indicible. Elle recoue patiemment la nuit de ces mots précieux, détachés du drame. Ancrée dans la réalité de la perte, elle écrit « User le deuil, c'est sans le vouloir apprendre à recoudre la vie à la taille du présent. »
comme à son tour l'écrivait Frida Kahlo dans ses journaux intimes, je ne peins pas mes rêves ou mes cauchemars, je peins ma propre réalité. Cette réalité, toutes nos poétesses de ce soir ont choisi les mots pour la transcrire. Car dans chaque poème sommeille une vérité personnelle, un refus de se taire face à ce qui nous traverse. Roxane devient graine dans les fissures du langage. Alchem nous offrira une symphonie de l'horreur, ou de l'aurore plutôt, de l'aurore, pardon, où les mots s'éveillent. Sylvie évoque l'âge d'être sage après tant de rage. Marie explore les avenues de la mémoire familiale, elle tisse le fil des identités fragmentées et du matrimoine. Maxine donne voix à l'enfant du silence. Adeline nous rappelle que l'amour peut survivre à l'absence. Et Régine transforme ses blessures en histoire du monde qui recommence. Oui, car ce soir, ça recommence. Ce soir, le langage n'est plus seulement un outil de communication dans les startups, comme disait Jérémy Tolomé, rappelle-toi. Il est un territoire à explorer, un jardin à cultiver, un lieu où l'intime peut enfin s'exprimer sans s'exposer, où le jeu poétique devient universel sans jamais perdre sa singularité. Ce soir, des poétesses nous invitent à écouter la musique en fond sonore de leurs mots, à chercher dans les espaces entre les vers ce qui ne peut pas être dit, mais peut être ressenti. Ce qui n'a pas besoin d'être expliqué, mais peut être partagé. Bienvenue à cette nouvelle chaire poétique, où le langage se fait chair et où les mots deviennent le refuge de nos intimités partagées, parce que nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Vous pouvez continuer d'applaudir pour accueillir Eva et Laura. Je suis certaine que Marguerite Duras est chère à plusieurs d'entre vous ce soir. Et Eva ouvre le bal des lectures avec un texte extrait de Écrire. L'écriture, c'est l'inconnu. Avant d'écrire, on ne sait rien de ce qu'on va écrire. C'est l'inconnu de soi, de sa tête, de son corps. Ce n'est même pas une réflexion, écrire. C'est une sorte de faculté qu'on a à côté de sa personne, parallèlement à elle-même. D'une autre personne qui apparaît et qui avance, invisible, douée de pensée, de colère, et qui, quelquefois, de son propre fait, est en danger d'en perdre la vie. Si on savait quelque chose de ce qu'on va écrire, avant de le faire, avant d'écrire, on n'écrirait jamais. Ce ne serait pas la peine. Écrire, c'est tenter de savoir ce qu'on écrirait si on écrivait. On ne le sait qu'après. Avant, c'est la question la plus dangereuse que l'on puisse se poser, mais c'est la plus courante aussi. Nous allons parler du dernier recueil ce soir de Laura, Recoudre la nuit. Et nous allons évoquer aussi le recueil
de Eva, qui a un titre magnifique. Est-ce que tu peux nous en dire le titre et nous donner le fond de ta pensée poétique sur ce titre? Donc c'est « Je n'arrive pas à parler et à dire des choses en même temps ». Moi j'ai choisi ce titre parce qu'il exprime évidemment une difficulté de dire des choses nouvelles avec des mots anciens. En gros, c'est un petit peu ça l'idée. Justement, il y a cette idée de quand on écrit, dont parle Marguerite Duras, qui est cette idée que quand on écrit, on va finalement vers l'inconnu. Et en fait, on ne peut pas prévoir ce qu'on a à dire parce qu'on produit des nouvelles choses en écrivant. Et dans la parole, parfois, c'est plus compliqué parce qu'il y a quelque chose de plus immédiat, plus spontané. Il n'y a pas ce travail, cette espèce de travail de la pensée qui se fait dans l'écriture, de travail de processus. Voilà. La parole, elle est plus immédiate. Et donc, comment dire avec les mots qui ont toujours été les mots qu'on a entendus et qui ont été toujours des mots parfois empreints de plein d'assujettissement et de différentes choses en fait qui peuvent nous écraser et aussi nous faire penser de manière un peu automatique. Et comment, avec ces mots-là, dire autre chose. Donc voilà, il y a cette idée cette petite différence que j'ai fait dans le titre entre parler et dire des choses, mais en fait, ça voulait dire vraiment parler avec les mots des autres, parler de manière un peu banale, mais en fait, dire des choses nouvelles, dire des choses qui ne sont pas justement... et critiques aussi, critiques sur la société. Alors, comment dire avec les mots de la société un discours critique sur le monde qui nous entoure. Donc voilà, il y avait quelque chose un peu là-dessus, quoi. Ça évoque un peu l'idéologie aussi. Oui, pour toi aussi, Laura, j'ai vraiment trouvé que le langage, ta façon d'utiliser le langage, comme dans un journal de bord, pour dire des choses et pour dire ce que tu ressens dans un moment où les choses ne sont pas dites ou prononcées de façon aisée par la parole, comme dit Eva. Oui, ça a été cet événement a été le lieu, le moment et l'endroit où les mots étaient vides de sens, en tout cas. Et je rejoins ce que disait Eva, comment leur faire trouver leur juste sens, juste qui serait dans un alignement avec moi, quand tout paraît si fade face au fracas, parce que c'est de ça, fracas voulant et signifiant la perte dans tous ses sens, la perte et l'absence, que l'on peut retrouver dans 1000 aspects de la vie. Donc c'était peut-être par ce journal de bord, ou en tout cas ce journal intimité, extimité, tout ça a été très entrelacé. Et l'idée, c'était peut-être sentir le besoin de créer un nouveau vocabulaire avec des mots qui pourtant existaient déjà. Voilà, donc c'est un peu une sorte de grammaire du vide qu'il fallait inventer, en tout cas que j'ai senti. Et c'est cette urgence-là qui émerge dans Recoudre la nuit. Est-ce que tu veux nous offrir un extrait ? Avec grand plaisir. Je crois que je vais changer. Non, je vais. Attendez, je vais faire un petit. Mais je pense que je vais prendre le micro-pied. Si. Ah, tu veux.
sais très bien régler les micros, et pas ce modèle. Voilà. Ça m'échappe un peu, c'est peut-être le stress, j'en sais rien. Non, il faut que je monte. Mais voilà, petite interlude technique. Est-ce que vous m'entendez? Super. Parfait. J'avais toujours imaginé que ce serait le sol qui se déroberait. Mais c'est l'air. Ton départ me souffle. Ton départ me souffle les mots, la bouche cousue serrée, goût du vide à la gorge. Comme si la nuit m'était tombée dessus, déchirant le soleil. Comme si tout commençait par le point de la fin. J'apprends que la vie, une fois finie, ça se met dans une boîte, puis dans des cartons. Sur chaque, un nom entre du papier bulle et des larmes. Ce n'est ni l'abattement, ni la gorge sans air. Ce n'est ni la perte du goût, ni les acouphènes au cœur. Ce n'est ni la sidération que ma bouche puisse parler, que mes pieds courent encore, que je m'entende même rire, ni la colère de m'être fait voler bien plus que la somme de tout ce qui nous reliait. Ce n'est ni l'insupportable si j'avais, ni les larmes recluses qui attendent l'écluse, c'est plutôt une anesthésie générale, les yeux ouverts. Assise dans ce train vers l'absence, je me prépare au reste. Les collines me saluent, les nuages me fuient, les arbres docilement s'alignent dans une haie d'honneur, lèvent leurs bras au ciel et me crient « N'oublie pas que toi, tu es en vie. » Si je pouvais visser ma tête au sol, m'accrocher par les ongles au crépi du mirage, la vitesse et les bruits des enfants compressent mon corps en résistance raide, comme l'injustice. Mon corps, lui, sait que bientôt il faudra abréger ce temps, comme tous ceux d'avant. Est-ce que ce qui nous traverse un jour nous échappe forcément? Vouloir mettre un terme à la sidération, sentir le rituel m'appeler à voix basse, travailler la naissance de l'adieu, espérer la libération par le cri, mais accoucher de ton départ en siège, par césarienne, devoir apprendre seule à me recoudre. Je parle en apnée une langue de cendre aux inflexions de marbre que je ne comprends pas. Je t'écris dans toutes mes phrases. Je nourris l'illusion en m'agitant. Où que j'aille, j'annonce, j'explique, je console, je prends dans les bras. Parler, c'est souffler sur les braises encore chaudes de ta présence au monde. C'est tenir l'effroi à distance, mais ça ne fonctionne pas. Je te perds un peu plus à chaque fois que ton nom sort de moi. Espérer aux fenêtres la buée de ta voix. Puis le silence est venu m'envelopper dans la laine des bras que l'on sent dans le cœur. Mer de toutes les détresses, ciel de tous les tourments. Quand l'amertume en bouche cicatrise le tout et le rien. S'il m'avait fait défaut, je me demande encore quel voile dans mon corps pour jouer les drapeaux blancs. Repos, comme entre deux mesures. Garder chaud le soupir, simplement se suffire du silence. Donne-moi quelque chose qui ne meurt pas. Je me demande comment rassasier mon besoin de consolation. Carence, je le sens, qui naît dans le berceau. Sûrement pour cette raison que l'on nous somme de nous consoler seuls. Allez, console-toi, j'entends. Un acte de moi à moi,
mes propres bras qui s'enrouleraient autour de ma poitrine, ma bouche qui déposerait un baiser sur le dos de mes mains, mes larmes en écho d'un œil à l'autre qui nagerait jusqu'à l'oreille pour écouter ma peine. Console-toi. Impératif à la tranquillité de l'âme. Intolérance au spectacle intime des émotions. Une sorte de « vas-y, pleure, mais vite, tu pisseras moins demain ». Suis-je même équipée pour être consolée? 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 Cette question tourne en boucle. Moi, j'ai envie de crier. Vas-y, ouvre les bras, grand, en croix, large comme 2 océans. Donne-moi l'énergie d'étouffer le chagrin, de l'affronter dans les yeux. Ensemble, on lui cassera la gueule, t'entends? Puis, je m'abandonnerai. Promis. Ou pas. Ou bien je me tairai. Plutôt, je me tairai. Je crois. Merci Laura. J'ai conscience que j'ai un peu plombé l'ambiance. Mais la chaire poétique numéro 3, c'était vers la lumière, et promis, ça va vers la lumière, mais là c'était le début de recueil. Non, c'est de l'émotion, la puissance aussi de ton oralité. Il y a dans la poésie de l'exploration, et dans le quotidien, on explore aussi. J'ai été très touchée aussi dans ton texte, Eva, de la façon dont tu mastiques le quotidien, cette matière comme de l'argile, et j'ai senti comme une mastication pour l'intégrer, avec ce jeu qu'on a retrouvé aussi dans le texte de Laura, là tout de suite, un jeu intime. Comment le langage se mélange avec ce jeu qui est intime et ce quotidien qui est mastiqué, qui est retravaillé, avec les anaphores aussi qui sont nombreuses dans ton texte. Alors moi, parler du quotidien, c'est aussi, ça se fait dans une démarche féministe qui part de l'idée que le privé et l'intime est politique, autant que les questions dont on débat sur la place publique depuis la Grèce antique. Et donc, il y a vraiment cette idée de... Voilà, que les questions de ménage, de sexualité, de soins de soi, de corps, ont des enjeux politiques. Et donc moi, je pars de cette idée-là, et je pars souvent d'idées et de prise de position politique, d'indignation aussi, parce qu'il y a quelque chose évidemment de ressenti, mais aussi d'analyse de certaines choses qui vont m'indigner. Et moi, je viens aussi de la théorie, parce que j'ai fait une thèse de philosophie que je n'ai pas terminée, mais parce que je me sentais plus d'écrire de cette manière-là. Mais j'avais envie au départ d'écrire un texte, un essai, entre récit de soi et essai. Et puis c'est vrai que je suis arrivée à la poésie avec cette envie-là de parler de questions qui pour moi sont des questions théoriques, des questions politiques, mais à partir de soi. Et l'écriture poétique m'a permis de faire ça. Et moi, mon approche, c'est vraiment de parler du quotidien, et
moins pour le sublimer que pour le déplier et pour le rendre encore plus plat qu'il n'est, d'une certaine manière. C'est un procédé qui me permet en fait d'en révéler les aspects problématiques, étranges, qu'on ne voit pas en fait, parce qu'on est tellement plongé dans ce quotidien, on y est tellement habitué qu'on ne va pas le voir. Donc, et donc justement avec des dimensions politiques qui tiennent à la condition de la femme. Donc voilà, on est tellement habitué à certaines choses que on va dire et faire et se comporter de manière à finalement rester dans une certaine forme de passivité, que ce soit une passivité vis-à-vis de son propre corps, du rapport à la beauté, aux normes de la beauté, passivité aussi dans la sexualité, voilà, dans différentes choses. Et voilà, mon idée, c'est de décrire ces choses-là de manière tellement simple, avec un regard presque naïf, qu'on peut croire naïf, faussement naïf, en fait, qui met entre parenthèses tout ce qu'on sait de toutes ces choses, pour en révéler finalement le caractère problématique. Mais je vais lire un extrait peut-être pour qu'on se rende mieux compte. C'est mieux que je me lève. Je peux rester assise. Ou peut-être je me lève. Je sais pas. Je ne disais jamais « je veux perdre ma virginité », mais dans les films, c'était toujours comme ça. Il y avait toujours une fille qui disait « je veux perdre ma virginité ». Et dans les films, quand une fille voulait perdre sa virginité, elle voulait la perdre un peu avec n'importe qui. C'était comme ça même dans les films qu'on nous emmenait voir à l'école. Et un jour, l'école nous avait emmenés regarder un film indépendant avec une fille qui était apprentie coiffeuse. Et la fille qui était apprentie coiffeuse, elle voulait perdre sa virginité. Et ça l'obsédait pendant tout le film. Ça me perturbe vachement, le piano, ça me perturbe trop. J'aime pas penser. Je crois que ça va pas avec ma manière de lire peut-être. Parce que comme j'ai... J'arrive pas, désolée, peut-être pour le prochain. Oui, c'est trop dur. Et dans les films plus commerciaux, c'était surtout les garçons qui voulaient absolument perdre quelque chose. Les filles, elles, souvent, elles voulaient absolument garder quelque chose. Et c'était pour ça que c'était compliqué pour les garçons de perdre ce qu'ils voulaient perdre. Et parfois, les filles voulaient juste bien faire des fellations et rien d'autre. Et pour les filles, c'était toujours soit absolument perdre, soit absolument garder. Ce n'était jamais autre chose. Et les films qui montraient les jeunes qui faisaient du sexe parlaient seulement de la première fois. Et moi, je croyais qu'on était novice seulement quand on n'avait rien fait. Et je croyais que la première pénétration transformait une fille en femme. Je croyais qu'avec la première fois, d'un coup, on se débarrassait de toute l'ignorance d'un coup. Et on était une femme. Et plus rien ne posait de problème. Et dans les films, quand le sexe était une question dont il fallait parler, c'était toujours parce que c'était la première fois. Et parfois, c'était sucer pour la première fois. Et parfois, c'était lécher pour la première fois. Et souvent, c'était un sexe dans un sexe pour la première fois. Et ce n'était jamais la deuxième ou la troisième. Et ce n'était jamais la quatrième ou la 10e. Dans les films, c'était toujours la première. Et le reste, c'était tout de suite. On était adultes et après, on n'en parlait plus. Et c'était comme si, quand on avait déjà fait quelque chose, on pouvait tout simplement continuer à le faire encore et encore. Et c'était comme si on pouvait tout simplement continuer à le faire sans plus jamais se poser de questions. Et jamais on ne se demandait si on voulait encore ou si on ne voulait plus. Et jamais on ne se demandait si on voulait autre chose ou la même chose. Et jamais on ne se demandait si on voulait quelque chose plutôt que rien. Et on disait que le sexe, c'était un sexe dans un sexe. Et quand il y avait eu un sexe dans un sexe, on n'était plus vierge. Et on pouvait continuer à mettre des sexes dans des sexes.
Et une fois que ça avait commencé, on disait qu'on n'arrêtait plus. On disait qu'on ne pouvait plus revenir en arrière. Et quand le sexe était dans le sexe, on disait qu'on ne pouvait plus l'enlever. Pourtant, parfois quand même, dans les films qui parlaient de première fois, on disait « il faut que tu en aies vraiment envie ». Et on disait parce que c'est ta première fois. Et on disait ta première fois, tu t'en rappelleras toute ta vie. Et on disait la première fois, c'est magique. Et dans les films qui parlaient de la première fois, les pères s'inquiétaient pour leurs filles. Ils voulaient que leurs filles ne perdent pas leur virginité avec n'importe qui. Il fallait que le garçon soit gentil. Et il fallait que la jeune fille soit sûre d'en avoir envie. Mais on parlait seulement aux filles et jamais aux femmes. Et c'était pratique pour les hommes qui étaient des pères, parce qu'ils pouvaient s'inquiéter pour leurs filles et jamais pour leurs femmes. Et dans les séries qui passaient à la télévision, on ne parlait pas de la première fois, on parlait du plaisir qu'on arrivait à donner ou qu'on essayait de donner à quelqu'un qui était un homme. Et parfois, la femme prenait du plaisir aussi, et on la voyait crier, et on voyait ses jambes bouger dans toutes les positions, et sa bouche ouverte. Et parfois, elle en parlait dans les restaurants de Manhattan, où elle mangeait avec ses amis. Mais elle ne parlait jamais de ce qu'elle voulait vraiment. Et quand elle hésitait à faire quelque chose, et quand elle n'était pas sûre d'en avoir envie, aucune de ses amies ne lui disait jamais qu'il fallait qu'elle s'écoute. On ne lui disait pas « il faut que tu en aies vraiment envie ». Parce que ça, c'était quelque chose qu'on disait seulement aux jeunes filles. Et seulement aux jeunes filles quand c'était leur première fois. Merci Eva. La poésie n'est pas un ornement du langage. Elle est une manière de voir l'invisible dans le visible, d'entendre l'inaudible dans le bruit du monde. Le poète est celui qui, par la seule vertu du langage, transforme le quotidien en expérience extraordinaire. Il restitue à chaque chose son pouvoir d'étonnement. C'est de Gaston Bachelard. Et dans cette question de l'intime et du jeu qui crée aussi une distance. Du coup, je rebondis. Alors, Recoudre la nuit, c'est un second recueil. Le premier était en nous. Donc, il y avait un enjeu plus politique, bien que je rejoignais pas tous les. Dans celui-ci, il y avait la volonté de trouver le chemin le plus court, le plus direct. On parlait un peu de l'ornemental que parfois, dont la poésie peut se vêtir. J'avais envie vraiment de m'éloigner du lyrisme un maximum. Enfin, pas que je le renie, hein, j'en ai quand même. Mais en tout cas, de trouver un chemin très direct pour pouvoir... C'était pour moi la seule signature qui allait avec ce thème du vide, de l'absence, du silence. Voilà, ça ne pouvait pas s'empouler de quelque chose. Et ce jeu, c'était une façon aussi, eh bien, tu l'as dit très bien, c'était s'emparer d'un intime et de le déplacer vers l'universel. J'ai conscience que l'absence et le deuil sont quand même des sujets qui nous traversent, voilà, d'une façon ou d'une autre. Et mince, j'ai oublié mon téléphone, mais Alchem, tout à l'heure, dans ta chanson, tu disais... Attends, je le prends parce que je voulais faire une petite dédicace. Je trouvais ça... on relit tout. Si nous sommes tant d'âmes à pleurer, où se cache la solitude? Voilà. Donc, comment je pouvais me sentir aussi seule face à ce fracas? Pourquoi j'ai ressenti cette incapacité de pouvoir le communiquer au monde correctement?
comment j'ai senti, en fait, au travers de Recoudre la nuit, il y a aussi cette hiérarchie du deuil. Je ne sais pas. C'est quelque chose que je vivais et je me sens très chanceuse. Je prends cette cagette et voilà. Et je touche du bois pour la suite. Mais j'ai été peu traversée par cette épreuve. Je m'en sens chanceuse et à la fois, comme toute première fois, eh bien, on se le prend plein dans la figure. Et quand, en plus, ce n'est pas celle de la proximité directe, celle à laquelle on est préparé, celle des grands-parents, ça je l'avais vécu, mais du coup, c'est les parents qui sont en première ligne. Nous, petits-enfants, on est en seconde ligne. J'ai encore mes parents, grande chance. Et donc là, c'était une perte à laquelle on n'est pas préparé. Voilà. Quelqu'un sur lequel je m'adossais, qui était un pilier de ma vie. Mais voilà, son départ a fait que ma propre peine et mon propre deuil, au moment notamment, je parle d'accoucher par césarienne, au moment du départ, au moment de l'adieu, cet adieu a été très compliqué et m'a quasiment été refusé. Voilà. Pas de façon aussi violente, hein, mais en tout cas, voilà, il y avait une volonté de la famille directe de faire autrement et de rester dans une communion vraiment d'un cercle très serré et très resserré, et ce qui excluait quand même beaucoup de personnes qui avaient besoin de ce moment de communion. Et donc c'est, voilà, on dit la poésie, c'est aller, c'est contempler finalement tous ces fracas en soi, toutes ces absences, essayer de les observer, essayer de poser des mots autant que faire se peut, créer son propre vocabulaire du vide, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et de se réparer, voilà, dans des circonstances tragiques. Voilà, qu'est-ce que non, je me perds un peu dans le fil de ma propre pensée, mais j'ai répondu, je crois, au jeu intime universel. Je fais une petite synthèse pour ceux qui ne suivaient pas. Et, et voilà. Je crois. Et de citer Alejandra Pizarnik, quand la poésie advient, les mots ne sont plus nos serviteurs, ils deviennent à la fois abri et précipice. Je n'ai cherché pendant toute ma vie qu'un lieu, un centre. La poésie est ce lieu où tout arrive. Je ne sais pas parler comme il faudrait parler. Je ne sais dire que le peu que l'on peut dire. Est-ce que pour toi, Eva, le jeu intime parle aussi de cet endroit qui est la poésie, qui est un lieu de refuge, un abri? Désolée, je ne sais pas si j'ai vraiment quelque chose à dire là-dessus. Le jeu comme refuge. C'est vrai que moi, ça me parle. Pour une philosophe, c'est compliqué. La poésie, en tout cas pour moi, ça permet une certaine forme d'émancipation plus. Enfin, je ne sais pas si c'était aussi vers là que tu voulais l'amener, mais en tout cas, l'écriture poétique permet de faire autre chose que justement, moi, voilà, j'arrive plus avec des idées au départ, mais après, ça devient autre chose. C'est ça aussi ce que permet l'écriture plus littéraire, et c'est pour ça que j'ai choisi ce texte de Duras en intro. C'est que
on a beau arriver avec des idées, elles sont transformées. Donc en fait, une fois qu'on se laisse prendre par le procédé, par l'écriture comme ça on devient autre chose, et des choses, ça précise les choses. C'est pas genre, en fait, je pense complètement autre chose que ce que je pensais. Voilà, moi, je n'aime pas tellement me laisser aller à une écriture complètement automatique, à un procédé qui ferait venir des choses, et puis je me dirais, en fait, qu'est-ce que j'ai voulu dire ? Non, moi, je sais ce que je pense au départ. J'ai une orientation, qui pour moi est politique, assez claire, mais l'écriture littéraire me permet de préciser les choses et de quand même finalement produire des choses que je n'avais pas prévues. Et ça c'est génial, oui. Merci Eva. Il est temps pour nous d'accueillir la première scène de poétesse émergente, je vais renommer, avec Sylvie, Alchem et Marie. Si on met le pied devant, je peux rester... Je vais... Là, après, je me mettrai en arrière. Tu veux que je prenne le micro ? Rester là où je suis. Oui, c'est ça. Entourée des poétesses. Ça, voilà. C'est un tout petit peu haut, peut-être. Bonsoir la chair poétique. Nous sommes tous et toutes les cellules de la chair poétique ce soir. Je vais vous partager l'âge de vivre. J'ai l'âge d'être sage après tant d'âge. Tu dis, dommage que t'es pas dans mes parages. J'ai froid de toi. J'ai faim de soleil. Mes bagages défaits, je suis la plage. Tu vis ta vie, page après page, sans t'éloigner de ton rivage. Ravage, sauvage, saccage, tu dors avec l'ogre, tu manges avec l'ogre, tu sues comme il pue. Ah. J'ai l'âge d'être en vie après tant d'oubli. Tu dis, je t'aime, mais t'as la flemme. Pas de pas vers moi sans quitter ton roi.
Moi, j'ai soif de joie. Moi, j'ai foi en moi. J'ai l'âge d'être mer avant d'être ciel. Tu dis que tu penses à nous, mais amers, amers, amers sont tes mots doux, dépourvus de racines, sonnent comme des épines. J'ai l'âge de la tendresse, des caresses. Mon enfant et moi, on a besoin de grandir au loin, loin, loin du feu de l'inceste, du lieu qui empeste le soufre. Alors, reste dehors, là où rien ne pousse, puisque t'as la flemme de devenir une femme, puisque dans ton bouge, rien ne bouge. Nous, on danse. Nous, on connaît la transe. Nous, on ouvre nos yeux grands pour goûter le monde, pour chanter la ronde. On fronde les vents contraires à nos souffles. C'est la vie qui nous lie. C'est l'amour aussi. Mon fils, aujourd'hui, à l'âge où j'ai pris le large pour sauver mon flot, j'ai l'âge d'être sage après tant d'orages. Face à moi, la mer et l'horizon s'élancent. Alors, je chante de tout mon grain de folie, et je suis la plage, et je suis la nage, libre, belle et mouvante. Merci. Mais sinon je peux me mettre parce que je me sens pas très à l'aise d'être si haut. Merci beaucoup. Bonsoir. Donc, moi, mon texte, il s'appelle L'avenue Kersbeek. C'est pas sur toi. Beek. Ce bruit qui ruisselle sous Bruxelles. L'ancien ruisseau. Hier, à ciel ouvert, aujourd'hui recouvert, habillé de pavés que les mémoires ont oubliés. Beek. Ce bruit qui ruisselle dans mes veines. La Flandre. Hier,
terre de mes ancêtres, aujourd'hui langue lacunaire, matrimoine dégradé que ma mémoire a oublié. Kers, les cerisiers en fleurs, prêts à s'étendre, les rues rosées où je roule sous mes couches, le cœur léger. Kers, ce fruit, cette saveur, cette chair tendre, ce goût rosé que je roule dans ma bouche, à lécher. L'avenue, ton avenue, qui croule sous mes souvenirs, de ta voix, de ton rire. Il résonne dans ta rue où seul ton corps a disparu. L'avenue, ma venue, qui coule de source, jamais prévenue, toujours bienvenue. Accueillie, chérie par ma granny, qui portait comme un gant, aimé, ce prénom si élégant. L'avenue Kersbeek, mi-Kers, mi-Beek, mi-cerise, mi-ruisseau, mi-wallonne, mi-flamande. De toutes mes sources, je me sens livide. Dans ton avenue, me voici toute nue. Mi-Kers, mi-Beek, mi-cerise, mi-ruisseau, mi-wallonne, mi-flamande. Depuis que tu t'en es allée, je suis toute morcelée. Ni Kers, ni Beek, ni cerise, ni ruisseau, ni wallonne, ni flamande. Les sons Kersbeek me donnent le vertige. Du passé, il ne reste que des vestiges, car rien ne remplace l'amour maternel que l'on croyait éternel. Je suis aussi clown, je vous avais dit, non, c'est pas... Il y en a des clowns dans la salle. Je suis clown amateur. Non, ça marche. Non, mais je vais apporter mon pied de micro la prochaine fois. Hein, parce que... Oui, non, mais c'est pas ça que je cherche. C'est dangereux, la chair poétique. On devrait appeler ça la chair dangereuse poétique. Alors moi je pensais, on m'a dit que le thème aujourd'hui c'est vers la lumière. Alors c'est super parce que mon prochain recueil il s'appelle, le premier que je vais sortir en fait, d'ombre et de lumière. Parce que pendant longtemps j'ai cru qu'il fallait aller de l'ombre à la lumière et aujourd'hui je me dis qu'on est une part des deux. On m'avait plutôt dit que c'était le thème la mort et la vie. Alors Elia, elle a dit que j'allais dire ma symphonie de l'aurore, mais je ne l'ai pas avec parce que ce n'est pas les poèmes que tu as choisis, Elia. Elia, elle a choisi 2 poèmes que je vais vous lire, Réincarnation et Les pêcheurs éveillés. Réincarnation. Sans que rien ne s'embrase, sans que rien même frémisse, la mort et la vie vont main dans la main. Elles œuvrent l'une pour l'autre en échangeant les rôles sur le chemin des hommes au destin fugace. Dans un souffle divin, tour à tour la vie les porte,
au sommet de boucles folles, au fond d'abîmes tourmentés. Pendant ce temps, la mort a toujours été là, dans sa posture imperturbable, sur le pas de la porte. Elle tient dans ses mains les clés de la vie, avec qui seule pourtant, elle est à armes égales. Elles sont en équilibre sur le fil l'une de l'autre, sans que rien ne s'embrase, sans que rien même frémisse. Puis soudain surgit la joie de l'automne, une aura lumineuse, habillée du temps qui passe. Si l'homme la reconnaît, elle versera sur lui tout l'or qu'elle abandonne à l'heure où elle meurt. Les pêcheurs éveillés. Toujours en partance à la recherche d'un ailleurs, mon rivage intérieur danse à la dérive. Telle une étoile filante courant dans l'infini, mes vœux n'emmènent pas large, même éloignés de tout. Pourtant, le temps est doux, sa chaleur rassurante pourrait calmer les doutes à l'assaut de mes nuits. L'écriture non plus ne trouve pas le repos. Elle est mon seul berceau, ma précieuse accalmie. Ciré à fond de cale, je suis le capitaine d'un bateau fantôme aux amarres invisibles. Au loin, la terre marche à grand bruit sur l'espoir des hommes intègres. Leur volonté de paix fatigue. La pègre dirige le monde. Dame Nature trouvera sa voie de sortie quand le chaos humain cessera de battre en elle. Qu'adviendra-t-il alors à ceux qui, vagues à l'âme, auront trouvé refuge dans les songes de lumière? Des poissons argentés venus de la lune sauveront-ils dans leurs filets les pêcheurs éveillés? Merci beaucoup, Elia. La symphonie de l'aurore sera dans d'ombre et de lumière. Avant notre entracte, une première partie de la performance poétique de Roxane Lefebvre, qui sera donc en 2 parties, juste après l'entracte, la deuxième partie. Pendant l'entracte, vous pouvez donc vous procurer les livres de nos autrices de ce soir. N'hésitez pas, vous aurez une dédicace sous forme de poème. Et je laisse la place à Roxane. Merci Elia. Bon, performance, je vais vous lire des choses, quoi. Hein, bon. On fait toutes et tous des performances ce soir. Alors, soyons clairs. Par quoi je commence? Ça va être ça la performance, ça va être de choisir. Je vais commencer par ça. J'ai oublié mes lentilles. Devenir graine. L'idée te procure du soulagement. Devenir graine, sous la carapace du béton, les tours grises et lisses qui ont mangé l'horizon, les arêtes et angles droits qui te découpent en morceaux, les carreaux des carrelages dans les pièces carrées des maisons carrées qui se serrent sagement dans les rues carrées où des visages se carrent entre masques carrés et écrans carrés. Pas étonnant que l'air soit devenu irrespirable.
hachuré, millimétré, code barré, cadenassé. Tout est pixelisé ici. Qui a dit que la terre était ronde? Devenir graine. La détonation fut si forte, tu as cédé dans la douleur, tu as accédé au plus intérieur, au plus démuni, au plus intime, la pure pulsion de vie. Avant la germination, avant tout projet de forme, avant le temps même peut-être. Devenir graine, grenier, gravat, devenir ultérieur, accepter la dormance, rester latence, se réduire à un potentiel, à un risque, une chance. Devenir graine, gredin, garnement, petite sphère sans prétention, ronde au milieu des pixels, inerte et apparemment sans vie, impertinente, insoumise, effrontée, en errance, sans contrôle ni volonté, offerte au ciel et au hasard, prête à rouler, s'envoler, s'immiscer, brunâtrerie qui se confondra à la terre. Devenir graine, grésillement, gisement, et dedans, entretenir le tendre, l'espace, la disponibilité. Nourrir le vide, d'où tout peut émerger. Que le monde y trouve chambre d'écho, que s'y murmure l'espoir d'une renaissance, d'une eau qui reprend son cours, d'une forêt, d'un printemps, d'une pluie de pollen, d'un temps qui recommence. Devenir graine, grotte, goupille, concentrer la possibilité de la vie, en équilibre entre deux mondes, à relier, à réconcilier, à danser, l'avant souterrain, où les morts rêvent, l'après aérien, où les branchages enfantent. Être, être, être graine, grondement, grenade, la détonation sera si forte, une bombe au ralenti. Personne ne se doutera, personne ne se méfiera de ces graines dispersées à la surface du globe, qui dans les failles des carapaces, qui dans les hameaux et dans les berceaux, qui dans les landes, les montagnes, les plateaux, les racines d'abord relieront les ombres, s'organiseront des réseaux sensibles, électricité dans les profondeurs, le long des mycéliums phosphorescents, de rêve en rêve, au fond des nuits. Nouveaux neurones dans les terres encore meubles, en intelligence avec les vers, les bactéries, les nappes phréatiques, à l'instinct aveugle des tripes, viscères, ovaires, corsaires, à se nourrir de putréfaction et de ruines jusqu'à fleurir discrètement dans les sous-bois, les jardins, les ruelles, grignoter de l'intérieur les murs des parlements. Des tours en lévitation, des cours pavés de bonnes intentions. Bientôt, tout bientôt, tu vas exploser. Nous exploserons. Tout aura explosé bientôt, bientôt, tout bientôt. Futur composé, décomposé, hybridé, incarné, bientôt, tout bientôt, nos graines germeront. Nos graines germeront. Nous nous entretisserons et des chemins inédits fleuriront. Ça a déjà commencé. Merci. Alors, on parle de langage. Alors voilà, j'ai sorti un texte que je n'ai jamais dit. De Falaise, non pas de Falaise, de Alna. Alors attendez, hop. Il est moins long, là c'était un grand voyage. Ici c'était un petit apéro pour aller vers la pause. Mon ode aux mots. Me déposer ici. En vous, les mots. Comment m'accueillerez-vous ? Dans quel sens coulerons-nous ? Quels chemins se dessineront ? Êtes-vous les ponts pour sortir de soi ? Tracez-vous les sentiers hors de la solitude ?
Ou au contraire, êtes-vous la cause de notre isolement, divisant les concepts et séparant les êtres, cisaillant la fusion originelle pour y creuser les routes de l'esprit, donnant l'illusion de voyager quand vous ne faites que créer la distance? Saurions-nous, sans vous, que nous sommes éloignés? N'êtes-vous point la source de la quête que vous proposez de résoudre? Le nourrisson au sein est le monde. Quel besoin de l'arpenter? Il est le monde, buvant le lait de la mer. Parti du grand ensemble, il le connaît sans se déplacer, il le sait sans le chercher. À trop réfléchir le monde, ne le réduisons-nous pas irrémédiablement en poussière? Les vagues de nos têtes, à l'assaut des falaises anciennes, éboulies de roches grises, qui, léchées par les vagues, finiront en sable fin. Saurais-je maintenir ma pensée à l'état de caresse? Un contact qui ne force rien, qui épouse sans peser, qui embrasse sans abolir. Oublier mots, distance et quête, être simplement, sans rien dire. Retrouver sa juste place, qui peut-être nous efface à l'intérieur. Boire le lait de la mer, être le monde. Merci Elia, merci. Merci, on se retrouve dans 20 minutes. Un petit inédit, toujours autour des mots. Un abus pour fondation. Un malentendu pour demeure. Je vis au cœur de la torsion. Les réels mal agencés, bricolés maladroitement, je marche sur des chemins qui s'effondrent sans arrêt. Les pavés à peine retenus par un peu d'amour et d'imagination. Oui, je rêve pour recoller les morceaux. J'écris comme on invente des sortilèges. Le langage comme refuge, où les mots relient les débris du monde. C'est là que j'ai grandi, où les histoires ont le pouvoir. Chaque fois qu'un enfant dit « je ne crois pas aux fées », il y en a une qui meurt quelque part. J'ai pisté avec avidité les enseignements, des mythes, des poètes, des romans. J'ai fourbi ma plume dans le vide. J'ai fourbi ma plume dans le vide comme on tend les doigts dans le noir. Les histoires offrent la magie de l'ordre. Chaque personnage, chaque objet a sa place pour tisser le fil et le sens qui manquent si souvent. Les poèmes ont le pouvoir encore plus grand de naviguer au cœur même du chaos sans l'abolir, de danser avec le vide et le noir pour les rendre supportables, voire enviables. L'enfant se voulait fée, sirène ou sorcière. Et bien sûr, je le suis devenue. Cet être hybride qui serpente entre les mondes. Écrire, c'est tourner autour de l'énigme qui, de l'imaginaire ou du réel, engendre l'autre. Qui, de l'imaginaire ou du réel, engendre l'autre. Quand je vois ma vie s'ordonner, enfin, le chemin serpenté à flanc de destin, trouver sens et fil à force de mots, reflet à son tour des sutures et dorures que délicatement à travers nous tisse la littérature. Oui, elle est compliquée cette phrase. Nos jours deviennent poèmes.
les rêves reprisent nos discontinuités. Les mots sont les fées aux doigts d'or ou de plomb. L'énigme s'enroule sur leur passage, tisse nos quotidiens et nos fables. Nous sommes entrelacs de récits et raconter est notre plus grande magie. Merci. Merci beaucoup. Peux me lever. Ouais, bac. Alors je le refais. Maintenant que je sais parfaitement manier le micro et le pied, je ne m'en priverai pas. Ça, comptez sur moi. Hop, les ajustements, comme vous savez. Hop, voilà. Bon, je poursuis un peu dans la suite de ce recueil. Neige. Grand coup de Tipex sur ma morosité. Je ressens de la joie dans tout le corps. Vouloir être flocon pour réveiller ma langue. J'ose, pour la première fois, prononcer ton prénom du bout du doigt. À même sa chair, vive, je crée le vide, encore. La neige ne m'en veut pas. Elle sait mieux que personne, la disparition. Parfois, c'est pas toujours. Et c'est moins que souvent, même, mais c'est plus que jamais, un peu, de temps en temps. Je vois pas bien, en fait, c'est ça qui me... voilà. Non, c'est vraiment... mais voilà, ça va bien se passer globalement, je vais faire des petits... Voilà. Parfois, ça se passe comme ça. Parfois, on s'asphyxie d'une question qui nous bouche la vue. D'autres, c'est le sable aux lèvres de la réponse qui nous étouffe. Alors, prendre un crayon, percer un trou dans la gorge, geste vif, précis, même si c'est la première fois, incision vitale visant à viser le poison et invoquer le souffle pour respirer encore. Parfois, on respire comme on espère. Rien ne vient et rien ne ment. Parfois, on tient debout par des haubans usés, tirés par des mains de passage qu'on oublie de chérir. Parfois, on transpire à chaque mouvement de porte. La peau, c'est bien avant l'œil de quoi pleurer. Parfois, on vous demande à l'arrêt de bus du tram 7 qui vous ramène encore si la peur de se tenir aux barrières porte un nom, et je vous le dis, la réponse est non. Parfois, on se fait des raisons qu'on ne donne à personne. La mort pourrait arracher la vie dans un craquement de tissu qu'on aurait tout de même à en découdre. User le deuil, j'ai pensé, c'est se mettre à l'ouvrage. Suturer le vivant restant, reprendre le vêtement, tenter de l'ajuster. Un dé au bout du doigt, raccommoder les restes. User le deuil, j'ai senti, c'est devenir l'aiguille. Alors tant qu'il faudra, alors tant qu'il faudra, alors tant qu'il faudra. Descendre dans le maelstrom, puis d'un coup remonter, puis descendre à nouveau tant qu'il faudra.
par des points droits si serrés que personne ne les remarquera. User le deuil, c'est surfiler le manque, surjeter la matière qui résiste, couper dans le comprendre, effilocher l'idée même du souvenir. Isoler le deuil, c'est, sans le vouloir, apprendre à recoudre la vie à la taille du présent. Tout, absolument tout, est question de trouver la bonne distance. Rogine C. L'écriture est la possibilité même du changement. L'espace d'où peut s'élancer une pensée subversive, le mouvement avant-coureur d'une transformation des structures sociales et culturelles. Écrire, c'est travailler le rapport entre l'intime et l'universel, entre ce qui nous échappe et ce que nous cherchons à saisir. C'est d'Hélène Cixous. Et ces mots-là me parlent aussi de l'espace qui est l'intime, qui peut être parfois contrainte. Et à cet endroit aussi un besoin d'émancipation ou de libération quand tout est gelé. Tu peux nous dire quelques mots sur ça ? Pardon, mais pardon, je n'arrive pas tout de suite à parler. Excuse-moi, est-ce que tu peux juste préciser la question? J'ai peut-être pas vraiment... Le langage comme outil de libération ou la poésie comme espace de libération, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans ton texte. Oui. Oui. C'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça qui est en rapport avec effectivement un parcours de libération vis-à-vis des structures de la société. En fait, mon livre, j'aurais pas pu l'écrire avant que maintenant. Enfin, je veux dire, j'ai commencé à écrire tard. Moi, j'ai commencé à écrire après 30 ans. Et j'aurais pas pu écrire, enfin, en tout cas de cette manière-là. Avant, j'écrivais des articles académiques, mais j'aurais pas pu commencer à écrire avant. Enfin, en tout cas, c'est le ressenti que j'ai. J'aurais pas écrit comme ça. Et il y a quelque chose du parcours qui m'a amenée à... j'écris d'une certaine position qui est le résultat d'un certain parcours qui a été un parcours de prise de distance par rapport à, et d'une certaine manière de libération par rapport à beaucoup de choses. Et donc dans ce texte, il y a des traces de ce parcours. Voilà, il y a quelque chose... ça raconte celle que j'étais à partir de celle que je suis. Et ça ne prend pas une position de surplomb sur celle que j'étais, parce que il y a vraiment l'idée d'avoir un regard bienveillant avec celle que j'étais, même si je ne suis plus elle, que j'ai pris de la distance, et que oui, il y avait sûrement une certaine forme de naïveté, mais dans celle que j'étais. Mais je la regarde avec bienveillance déjà parce que le parcours de libération, il n'est pas fini. La prise de distance, elle n'est pas finie. Je pense qu'elle n'est jamais finie. Et moi, je me dis pas, bon, maintenant, ça y est, j'ai tout compris. Je peux tout expliquer. Non, pas du tout. Je dois encore faire avancer énormément. Et celle que j'étais, elle est...
Et je crois qu'il y a ça aussi dans le fait d'écrire de cette manière très simple que certaines personnes peuvent voir comme l'écriture d'un enfant ou une écriture naïve. Il y a cette idée aussi en fait, je continue à parler avec les mots de celle que j'étais. Peut-être même celle que j'étais enfant, celle que j'étais adolescente, avec une certaine forme de naïveté, mais pour dire des choses plus complexes. En fait, on peut continuer à utiliser ce vocabulaire-là. On n'est pas obligé, pour dire des choses complexes, de prendre des mots complexes. Ça, c'est quelque chose aussi qui peut aussi faire partie d'une prise de position politique. Dire, ben voilà, en fait, moi, quand j'étais à l'université, non, je pensais qu'il fallait vraiment que je me transforme complètement, aussi dans ma manière de parler. Et ben voilà, c'est aussi parfois le phénomène un peu transclasse dont des auteurs comme Annie Ernaux ou Édouard Louis vont beaucoup parler. Il y a cette idée aussi de... Mais en fait, non, en fait, la pensée, c'est autre chose. Ben, moi, c'est ce que je me suis dit. La pensée, c'est autre chose. C'est pas passer d'une classe à l'autre, passer d'un habitus à l'autre. C'est autre chose et on peut y accéder tout en gardant certaines façons de parler et peut-être certains habitus de l'autre classe ou de la partie dominée ici aussi en tant que femme. Il y a cette idée aussi de, voilà, pas spécialement parler comme les profs ou les docteurs de philosophie, moi, puisque moi, c'était ça mon truc, que j'admire. Et non, en fait, je prends un autre parcours, voilà, une autre voie. Et je pense que la poésie et la manière d'écrire poétique que j'ai adoptée me permet vraiment d'exprimer cette voie-là et de l'assumer, voilà, d'assumer quelque chose comme ça. Tu peux boire en fait. Mais après. Oui. Oui, je vais lire un autre extrait qui est un peu dans la continuité du premier que j'ai lu, qui parle, voilà, qu'on peut vraiment entendre comme la continuité, et qui parle de ce parcours, et on sent enfin voilà, je le lis, et puis peut-être. C'est vrai que la lumière... Non, mais ça va. Et peut-être je n'ai pas fait assez attention à moi, même si on me l'avait dit, ou peut-être parce qu'on me l'avait dit, ou peut-être parce que dans les films, quand on était plus vierge, tout était OK, tout coulait, tout roulait, tout était bon. Et une fois qu'on avait dit oui, c'était comme si on avait dit oui à tout. Et quand on aimait le sexe, on devait aimer tout le sexe, et on devait l'aimer à tout moment. Et quand on aimait le sexe et qu'on disait oui à des choses parce qu'on les voulait, on croyait qu'on disait oui parce qu'on n'avait rien à préserver. Et il paraît qu'au Moyen-Âge, les femmes qui n'appartenaient à personne, quand on les violait, ce n'était pas un crime. Un viol, c'était toujours un crime qu'un homme faisait à un homme. C'était toujours un homme qui volait quelque chose à un autre homme. La pureté de sa femme, la chasteté de son bien. C'était toujours propriété et propriétaire. Et quand j'étais petite et quand j'étais jeune, et sûrement encore aujourd'hui, il y avait encore l'idée de préserver. Il y avait l'idée qu'il fallait préserver certaines filles plus que d'autres, parce que certaines filles, c'était trop tard. Et peut-être encore l'idée des filles qui appartenaient à quelqu'un, et des filles qui n'appartenaient à personne. Et oui et non avait encore un côté presque moral quand on nous en parlait à l'école. Il y avait l'idée de préserver son corps comme un temple. Et moi, je pensais, mon corps n'est pas un temple, et je ne voulais pas le préserver, et je ne voulais pas le refuser ou le donner. Et je pensais, mon corps n'est même pas une maison. Et je pensais, mon corps, c'est juste comme de l'herbe qui pousse au milieu du trottoir. Et je voulais dire ce qu'il y avait dans mon corps. Parce que je sentais qu'il y avait quelque chose, un désir qui pulsait, qui coulait dedans, et je voulais le libérer, le verser partout,
Je voulais le dire. Et il disait qu'il voulait des choses. Et quand ce n'était pas les choses qu'il voulait, il voulait le dire aussi. Dans la simplicité qui touche, Laura, on évoquait aussi dans ton écriture quelque chose qui est détaché du pathos. Il y a plusieurs choses. D'abord, comme je le disais précédemment, c'est choisir une langue très directe. Voilà. Ça, c'était vraiment le parti pris. Mais il y avait autre chose. Un souhait caché, enfin pas caché, mais très, très humble, infiniment humble, d'essayer d'écrire le livre que j'aurais voulu avoir sur ma table de chevet. Alors, dit comme ça, voilà, un petit peu les chevilles qui gonflent, mais pas du tout. Et mon grand vœu, c'était de me dire que si ça pouvait faire du bien à une personne, alors j'avais gagné quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, mais en tout cas, le cadeau était là. Voilà, le cadeau de m'être posé tellement longtemps la question de est-ce que je le fais ce recueil ou pas. Et à la fois, c'était une évidence, c'était une urgence. En fait, il est sorti pile 1 an après le premier, ce qui, à des fins marketing, n'est pas dingue. Voilà. Mais alors, c'était vraiment pas le propos ni le sujet. Voilà, mon éditeur a bien vu que, de toute façon, a priori, il fallait qu'il le sorte. Et à la fois, une fois qu'il m'a dit oui, je me suis dit mais non, en fait, on va arrêter tout de suite. On va tout arrêter très 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 vite. Et puis celles qui m'ont suivi dans le chemin de réécriture, écriture, le savent. Et j'ai voulu en avorter en chemin de ce recueil. Et puis un jour, quelqu'un m'a dit mais je crois que moi j'en aurais besoin. Ah ben voilà. C'était bon, il suffisait de cette petite phrase pour finir de me convaincre. C'était parfait et je me suis dit, bah voilà, si ça fait quelque chose à une personne, alors le voyage est gagné et je sais pourquoi je me serais torturée. Pas pour l'écrire, mais pour le sortir. Et en fait, dans la poésie est arrivée il y a quelques années et je crois qu'elle ne nous rencontre pas par hasard. Et je sais qu'elle ne m'a pas rencontrée par hasard parce que je sais le chemin que ça a fait et je sais qui m'a transmis ça. Et je sais que si on m'a transmis ce sorte de feu sacré, voilà, je ne pourrais plus vivre autrement que est-ce que c'est poétiquement, je ne sais pas, mais je crois en tout cas la contemplation, ça c'est quand même le fruit de longue contemplation. Elle m'est aujourd'hui infiniment nécessaire et je crois qu'on m'a fait ce cadeau de la poésie pour pouvoir traverser et recoudre cette fameuse nuit, je crois. Et il y a des auteurs, des autrices qui nous épaulent dans nos vies et qui nous font traverser des épreuves. Je ne dis pas que je souhaitais en être, j'ai dit pour une personne. Et je ferai référence notamment à Christian Bobin, qui, pour moi, je pense et pour beaucoup, j'en suis certaine, eu un rôle m'a souvent relevé et quel compagnon fantastique que les livres, vraiment, dans nos trajectoires de vie. Donc voilà, quand on ne trouve pas le livre ou le recueil qu'il nous faut sur notre table de chevet, on essaye modestement de l'écrire. Voilà. Et donc ces mots de Sylvia Plath. Écrire, c'est un acte religieux, celui qui libère et qui délie. C'est une prière, une façon d'aiguiser l'appétit pour la vie. En écrivant,
je fais exister ce qui n'est que potentialité. Les mots arrivent pour tracer les contours d'un silence que sans eux, je ne pourrais ni nommer ni habiter. Je peux faire un petit rebond. Je vous l'ai lu, hein, mais est venu en fait dans ce cheminement de l'écriture et d'essayer d'avancer sur le pourquoi les choses arrivent et comment les remonter. Il y a eu cette métaphore de l'aiguille. Alors c'est bête, hein, une métaphore, ça tient à pas grand-chose, mais alors, mon Dieu, si vous savez l'impact que ça a eu. Et je me suis dit, le jour où s'est fixée cette idée, c'est restructuré littéralement l'ensemble du recueil, et je me suis dit, c'est ça que je vais dire la prochaine fois que je devrais parler, ou en tout cas tenter de consoler quelqu'un. Vous voyez que le thème de la consolation est un thème central, important. Je crois qu'un jour, je me lancerai dans cette fameuse thèse poétique autour du sujet. Je crois que je n'en ai pas du tout fait ni le périmètre, ni le cadastre, ni le contour, ni c'est pour tour. Mais voilà, c'est un sujet qui me passionne et c'est un sujet sur lequel j'aimerais interroger des millions de personnes pour pouvoir essayer de... Voilà, je le fais en souffle, mais expliquer ce phénomène-là et me dire pourquoi on n'en parle pas plus et comment s'en emparer, comment se positionner par rapport à la consolation qu'on donne et qu'on essaye de recevoir. Et je disais la métaphore de l'aiguille. Voilà, métaphore qui m'a littéralement sauvée dans mon processus et je me suis dit, là, je bascule dans la compréhension. Et donc un mot, parfois, ce mot aiguille et tout son sens et tout le processus de up, down, que l'on peut ajuster à n'importe quel autre phénomène de la vie. Hein, mais eh bien, l'aiguille a un mouvement qui avance et ça recoue. Et c'est un processus. Et c'est bête, hein, je le savais depuis le début. Mais la simple représentation de la chose... Ça avait posé quelque chose de symbolique, de fort et de structurant pour moi. Merci les mots. On va accueillir la deuxième scène d'autrice émergente. Avec Maxine, Adeline et Régine. Normalement, ça, je gère. Ok. Je suis de ces enfants nés dans un grand silence, celui que l'on impose dans les hautes sociétés auxquelles il faut sourire sans trop savoir pourquoi. On ne demande pas pourquoi dans les hautes sociétés, on ne demande pas pourquoi où le silence est roi. On courtise poliment ces gens qui nous ressemblent. On reste assis bien droit. On s'excuse d'être là. Et dans ce grand silence, j'ai posé mes questions. J'ai posé trop de questions, peut-être. Tous mes pourquoi. Pourquoi j'ai mal ici, papa, maman? Dites-moi. Chut. Chez nous, on se tient. Il n'y a pas de nous qui tiennent, pas quand votre poison s'écoule dans mes veines, pas quand de vos silences tout mon corps se gangrène et que dans ce mutisme s'est perdue ma personne. Je ne sais qui est nous, que voulez-vous qu'il tienne? Bien, restez dans vos silences.
Bénissez ce déni, lui dont vous vous ornez comme d'une couronne, lui qui m'a pris la gorge, lui qui m'a éventré. Il avait les yeux noirs, noirs de tous vos secrets, vos limites bafouées, vos larmes pas pleurées, vos douleurs effacées, vos colères ravalées, gavées comme ces oies dont vous mangez le foie sur vos tout petits toasts, au tintement des flûtes, noyées dans vos champagnes, et tout le monde qui crie « Santé !» Pendant que le déni, lui, reste noir de vos rages, noir de tous vos non-dits, tous vos « oui, ça va ». Parce que c'est plus facile de toujours aller bien que de se laisser voir la noirceur de son âme, la souffrance qu'incarnent tant de générations au-dessus, en dessous, qui jamais ne disent rien. Votre silence. Il s'est mis à genoux et il m'a supplié de porter cette voix que vous vous refusez. J'ai promis de lui rendre. Enfin, j'ai pas choisi. Et c'est vrai qu'à choisir, j'ai compris vos dénis. Qui rêvent de voir ses jours se faire voler la nuit, qui rêvent de voir la nuit rendre compte de ses jours. Je suis de ces enfants nés dans un grand silence et moi, je lui tiens tête. Enfin, j'ai pas choisi. Voilà. Non, mais je pense que c'est bon. Attends, c'est toujours... Bonsoir. C'est un texte qui évoque l'empreinte que laissent les personnes qui ne sont plus là, en nous. Ce soir-là, ton regard posé sur moi m'a mis le feu au ventre. J'ai été fiévreuse. C'était un soir de novembre. J'ai aimé ta peau, couleur ébène, ton sourire soleil. Oh, si beau. J'ai eu du mal à trouver mon sommeil. Il m'a fallu du temps pour t'accorder une danse, encore craintive. Je misais la prudence. Auprès de toi, mon cœur, mes garde-fous ont explosé. Avec toi, j'ai pris le chemin de ma féminité. Ma blancheur de peau t'éblouit, tu m'as rebaptisée Isimbi. Oh, si beau, Isimbi Iteka. Oh, si beau, Isimbi Iteka. Neige des volcans dans la langue de ton pays de sang. Pays des collines par mille. Ton adolescence marquée par l'exil est restée gravée dans ta pudeur. Je ne t'ai pas vu verser beaucoup de pleurs. Tu as pris ta revanche sur la folie meurtrière qui a pris ta terre et ta paix. Tu as fait peau neuve en France avec l'envie de vivre plus que jamais. L'Afrique est entrée dans mon cœur, puis dans mon sang. J'ai porté ton désir ardent d'avoir des enfants. Deux belles âmes ont rejoint notre royaume. Agrippées à ton cou, te voilà comblée, la vie plus forte que tout. Oh, si beau, Isimbi Iteka. Oh, si beau, Isimbi Iteka. Et puis un jour, ce putain de cancer est entré dans nos vies. Tu es parti trop tôt, trop vite. Ton âme balancée dans le ciel, ton arrachement, comme un rappel que l'on est mortel. Et puis tes mots avant ton dernier souffle. Honore tes dons avec fougue. Je m'y emploie depuis ton départ. Pas un jour sans écrire. Je sais que de là-haut, cela te fait sourire. Tu as déposé en moi ta force de guerrier. Tu me pousses fort vers ma liberté.
Je suis la neige. Je suis le volcan. Stable comme une montagne, malgré des tremblements. Oh, si beau. Isimbi Iteka. Oh, si beau. Isimbi Iteka. Merci. Voilà, ça va, ok. Je vais vous demander de participer, en fait. Les deuils, c'est aussi quand on dit plus jamais ça. Et donc, ici, dans le texte, il y aura un moment où je dirai plus jamais. Et je vais vous demander aussi de dire plus jamais. Vous pouvez penser à tout ce que vous ne voulez plus jamais. Voilà. Défoulez-vous seulement. Et sachez que tout acte, aussi petit soit-il, a des conséquences de l'autre côté de la planète. Ok. Blessure. 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 Dis-moi comment te dire cette tristesse sans noblesse, ce trauma sans artifice, cette parole qui se débine. Comment te dire cette blessure, le poids qui fait plier les chines, l'indifférence des passants et le carnage dans mon sang. J'oscille sur le pas de la porte entre résilience et vengeance. Je crie justice, je me répands, je tape des pieds et recommence. Dans la forêt de Brocéliande, j'évoque toutes les instances. Je convoque le grand esprit et le supplie de me guider. Dans son incommensurable sagesse, le grand esprit ne fit qu'un geste. Il brandit devant mon miroir, devant mon visage, le miroir de la vérité. Alors, dans un éclair de conscience, je vis comme une évidence que la douleur est une épreuve qui nous ramène à qui nous sommes. Je suis la pierre étincelante, l'union de la joie et la peine, la résilience qui s'émerveille, seule responsable de mes rêves. Je suis le pardon éternel, le phénix ressuscité, la magicienne des jours de pluie, l'histoire du monde qui recommence. Je suis toi, je suis moi, je suis vous, je suis celui qui blesse, je suis celle qui soigne. Et dans ce jeu de grands miroirs, après l'épreuve, vient la sagesse. Et c'est là que j'aurai besoin de vous. Plus jamais je ne repartirai là-bas. Plus jamais. Là où le soleil brûle la peau des innocents, là où la lumière aveugle les éclairés, là où les pas vers demain piétinent les enfants, où les fragilités humaines se taisent et n'osent plus rien dire. Plus jamais je ne repartirai là-bas. Plus jamais. Là où le frère trahit sa sœur sans scrupule, là où les voiles de nos dénis cachent des nuits sordides, là où lorsque tu tends la main, on t'arrache la peau, où les portes qui semblent ouvertes sont en réalité des cachots. Plus jamais je ne repartirai là-bas. Jamais. Là où l'homme méprise sa moitié enchaînée, là où la femme use de ses charmes pour soumettre et manipuler, là où l'enfant ne connaît pas le jeu de la marelle, là où le mendiant est ignoré des bien-pensants. Plus jamais je ne retournerai là-bas, plus jamais. Là où j'ai perdu mon âme à trop donner et peu reprendre, là où mon cœur s'est déchiré en 1000 morceaux de trop aimer, où mes mains se sont écorchées à force de caresses vaines, où les pardons ne sont qu'excuses pour couvrir d'autres dommages. Plus jamais je ne repartirai là-bas.
plus jamais, car il n'y a plus rien à grandir là-bas. Là où l'argent a repris ses droits, où le déni est le refuge, où l'arrogance est une danse. Plus jamais je ne repartirai là-bas. Plus jamais je ne repartirai là-bas. Alors je reviendrai chez moi, dépouillé comme au premier jour. Alors je reviendrai à moi. Je suis moi, je viens de chez moi, et je vais chez moi, et je suis chez moi. Je suis moi, je viens de chez moi, et je vais chez moi, et je suis chez moi. Je suis moi, je viens de chez moi, et je vais chez moi, et je suis chez moi. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes invité ce vendredi, le 21, à Tour et Taxi. Je fais un spectacle dont le titre, c'est Le Saut de l'Aube. Et en fait, c'est pour célébrer la Terre, cette planète qu'on fait bien souffrir tout autant que nos corps. Et aussi pour célébrer nos vies si denses. Voilà. Donc, vous êtes les bienvenus. C'est à 19h au Bexou. Donc, en dessous de l'école du cirque à Tour et Taxi. Merci beaucoup. Pour clôturer. Pour clôturer cette soirée en beauté, une lecture croisée de nos autrices qui ont choisi un extrait du recueil de l'autre invité. Ce titre est vraiment formidable. Je te l'envie, je me suis dit quand je l'ai lu, ah, j'aurais adoré le trouver celui-ci. C'est ma grande passion, les titres. Donc voilà. Tu fais la part belle à tes grands-parents et aux multiples aspects qui les constituent. Et j'ai trouvé dans l'évocation de ta grand-mère une grande résonance avec la mienne. Ma grand-mère avait les cheveux courts. Ma grand-mère finissait nos assiettes quand on n'avait plus faim. Tout ce que ma grand-mère cuisinait était bon. Même quand elle cuisinait des pommes de terre à l'eau, avec des carottes et des poireaux. C'était super bon. Ça n'avait pas le même goût que chez ma mère. Avec les pommes de terre, les carottes et les poireaux, elle faisait du steak. Il était toujours parfait. L'après-midi, on jouait à des jeux de société. Je gagnais. Et ma mère et ma sœur secouaient les cheveux de ma grand-mère pour rigoler. On allait se promener dans les rues du quartier avec les maisons d'ouvriers en briques rouges et les usines qu'on voyait en contrebas. On courait, je tombais, je m'ouvrais le genou et ma grand-mère disait que c'était de la faute de ma sœur. Quand on allait faire des courses au supermarché, on pouvait acheter des gâteaux. Quand mon père revenait nous chercher, il disait à sa mère qu'elle nous gâtait trop, qu'il fallait nous acheter des biscuits à l'avoine ou au son. Nous, on disait qu'ils étaient trop secs. Ma grand-mère faisait tous ses trajets en bus. Parfois, elle faisait des kilomètres pour aller dans une pharmacie qui faisait des promotions ou pour acheter les meilleures marques de pâtes. Elle allait toujours acheter les meilleurs produits. La meilleure viande, la meilleure farine. Elle découpait des coupons. Ça m'a fasciné, l'histoire des coupons.
quand on lui disait qu'un repas était bon, elle disait toujours « c'est grâce au produit ». Quand on mangeait chez ma tante pour l'anniversaire de ma cousine et qu'on disait que c'était bon, ma grand-mère disait que c'était grâce au produit qu'elle avait acheté pour sa fille. Ma tante râlait. Ma grand-mère avait un grand congélateur rempli des produits que mon grand-père cultivait dans son potager. Ma grand-mère cuisinait toujours un plat à part pour mon grand-père. Ma grand-mère faisait décongeler la viande sur le radiateur. Elle faisait des cakes moulés dans des petits papiers blancs. Elle faisait des gâteaux de Savoie avec du chocolat fondu, de la crème fraîche et des tranches de banane. Les trous de ses oreilles étaient distendus par les anneaux en or qu'elle portait tous les jours. Ses filles disaient qu'elle était trop grosse. Ma grand-mère passait des heures à écosser les petits pois. Ma grand-mère avait un tas de vieux programmes télé sur la table basse à côté d'une boîte de mouchoirs en papier. Ma grand-mère avait des tiroirs avec des mouchoirs en tissu pliés et repassés. Elle avait une vitrine avec une collection de dés à coudre. Je les sortais un à un pour les enfiler sur mes doigts. Elle avait toujours les mains rouges, les paumes rouges et les doigts rouges. Elle avait une seule bague. Quand elle avait 12 ans, sa mère était tombée enceinte de son petit frère et elle lui avait dit qu'elle avait grossi. Quand elle en avait 16, mon grand-père l'avait demandée en mariage à ses parents. Quand elle en avait 17, elle avait accouché de mon père. Ma tante aimait penser que ses parents s'aimaient. Ma grand-mère n'a jamais travaillé. Ma grand-mère n'a jamais eu de lave-vaisselle. Ma grand-mère n'a jamais eu d'amis. On ne pouvait pas se laver les mains dans l'évier de sa cuisine. On devait descendre dans la salle de bain qui était dans la cave. Quand on allumait une lumière, il y avait toujours quelqu'un, pour dire qu'il ne fallait pas oublier de l'éteindre. Quand on ouvrait la porte qui donnait sur les escaliers de la cave, il y avait toujours quelqu'un, pour dire qu'il fallait la fermer. Je le connais pas, ce micro. Je préfère prendre celui-là, je me suis habituée depuis tout ce temps qu'on a passé ensemble. Merci Laura, en plus c'était bien de l'entendre, c'était marrant, mais en plus c'est un texte que je lis jamais moi. Voilà, et là c'était super bizarre. Et moi j'ai très peur de mal lire ton texte, parce que moi je lis jamais tous les textes des autres, et enfin, voilà, tu as très bien lu mon texte, mais moi je ne sais pas comment je vais voilà, bon, je vais faire ce que je peux. La ville a rétréci, Bruxelles devra s'y faire, leurs habitantes aussi, navrées pour les travaux et les routes en gruyère. J'ai amputé la carte, certains quartiers entiers. J'ai circonscrit le manque, cadastré le commun, rayé le paysage. Moi, j'aurais préféré que ces lieux disparaissent d'eux-mêmes, en même temps, par déférence, plutôt que de sentir leur asthme de béton me gifler la figure et couper mes poumons. Il a suffi d'une goutte, simple gramme d'eau, tombée d'un échafaudage à l'aplomb de mon épaule, juste au creux de ma clavicule, pour que je me souvienne que j'avais une épaule, sur laquelle un morceau de coton collait à ma peau. Sentir tout de cette fusion de matière, infime, imbibée à l'intime. Il a fallu une goutte pour que je réalise la force du biais de l'oubli. L'oubli de tout ce qui fait corps à notre conscience, tout ce que l'on peut omettre de la réalité. Cascade, battement, circulation, câblage, chute, contact de chaque instant. Oubli impérieux
et inconscient de tout ce qui nous constitue. Une goutte pour déborder l'amnésie. Et encore un petit bout. J'ai un peu lu le début à la fin et je vais finir par celui-là. Aujourd'hui, j'ai souri. J'ai même ressenti de la joie à jouer avec les enfants. On a fait des bombes à rime en imaginant qu'on était sur un radeau. Rouge cœur, vie amour. Attention, le bateau coule. Aujourd'hui, j'ai souri. Hier, je pensais que c'était impossible, que ça te porterait malheur. Aujourd'hui, j'ai souri. J'ai fait ce que j'ai appris petite. Sentir les roses sur le bord du chemin. Celle-ci était jaune, encore très ouverte et peu abîmée pour la saison. J'ai pensé, si elle est odorante, alors le jour viendra. Je n'avais encore jamais senti ce parfum. Aujourd'hui, j'ai souri parce que je te sais proche, pas loin. J'avais toujours imaginé que ce serait le sol qui se déroberait, mais c'est l'air. En fait, tu l'as lu, le dernier morceau, mais moi, je pensais qu'il faisait partie. Et je pensais qu'il en faisait partie. Et j'aimais bien qu'il en fasse partie. Donc... Merci. Alors, c'est fini. Un grand merci à Olivier Tervoigne. Une gratitude immense à nos poétesses pour leur générosité, pour leur chaleur. Quelqu'une m'a dit à l'entracte qu'il y a beaucoup de tendresse et d'amour dans cette soirée. Je la remercie. Et parce que c'est un vrai cadeau de me dire ça, parce que je souhaite beaucoup d'amour et de tendresse et de douceur, certainement avec ce public extrêmement chaleureux qu'on a la joie d'avoir à chaque fois ici à la Chaire Poétique. Merci à vous, public chaleureux. Merci à la Maison de la Francité, merci à Olivier David pour ses belles images toujours. Et merci aux filles très généreuses aussi de la librairie Maelstrom qui sont là à chaque entracte. Caroline, Clémence, merci beaucoup. Et Héloïse. Oui, je pense que l'amour, le soin qui se dégage vient aussi d'un temps de préparation assez exceptionnel avec Elia. Donc, nous avons été choyés, je crois. Oui. Merci à tous, à bientôt. Maison de